souvent interpellés. Comme ça. C'est insupportable en fait, ils nous respectent pas en fait. Ouais. Les petits wesh wesh qui passent avec à côté quoi et qui disent ouais t'es bonne et tout. Autrefois, quand j'avais votre âge, c'était les débuts de la mini-jupe. Les filles, on les emmerdait pas. Hein. Bah ouais. C'est à cause de femmes comme ça qu'il y a des viols. Regardez comment elle a habillée. On s'habille bien, on est une pute. On met des jupes, on met des jupes, on est des putes. On parle à des gars, on est des putes. Ça doit pas s'habiller en allumeuse. Enfin, en chauffeuse. Selon vous, du coup, elle risque quoi? La violation. Voilà, la violation. Et les menaces. On va arriver vers des endroits où il y aura de plus en plus d'hommes en fait. Alors là c'est pareil, un petit salon de thé, c'est que des hommes. Un café, c'est pas pour ça. Vous voulez que nos mères maintenant se projettent avec les hommes? Arrêtez de ramener votre mentalité de français ici, parce qu'ici tout se passe bien, tout est bien. Elle m'a attrapée par les bras, m'a ceinturée et je me suis trouvée plaquée sur la table. Et puis, son membre en érection, voilà. Il me disait, sache que si tu vas porter plainte, ça sera ta parole contre la mienne, parce que moi j'ai des connaissances. Sur 94% des dossiers, l'affaire est classée sans suite. Par le procureur, oui. Moi, je voudrais vraiment que la honte change de camp et que ce soit les agresseurs et les harceleurs qui doivent en permanence se justifier. Nous n'avons pas à nous justifier quand nous sommes 14 à avoir des témoignages concordants. C'est juste surréaliste de devoir le faire. Bonsoir, pour ce 3e numéro de Dossier Tabou, nous dénonçons un fléau qui gâche la vie de millions de Françaises. Il s'agit du harcèlement sexuel. Lentement, mais sûrement, il progresse sur les lieux de travail, dans la rue, dans les transports publics, mais aussi parfois à l'école. Il progresse jusqu'à transformer nos modes de vie. Il oblige notamment les femmes à ne plus porter des tenues trop sexy, à rentrer plus tôt un soir de fête, à se faire parfois raccompagner par mesure de précaution. Alors comment en est-on arrivé là? Pourquoi parfois ce silence, ce grand tabou? Harcèlement sexuel, le grand ras-le-bol des femmes, c'est un document signé Valérie Rouvière pour Ligne de Front et Dossier Tabou. Mon enquête sur le harcèlement de rue et le harcèlement sexuel des femmes commence dans le nord de Paris, un quartier populaire, celui de Lily, une jeune dessinatrice. Elle a 28 ans, elle n'en peut plus d'être harcelée en permanence dans la rue, comme aujourd'hui. C'est moi qui nous a fait peur. Ah, c'est la sonnette? Non, mais les marches, c'est ça le problème. Et qu'est-ce qui chasse en ville alors? Ils chassent tout ce qui bouge. C'est qu'aujourd'hui, vous serez pour moi. Pour la soirée, je vais vous sortir, j'en ferai à mes amis, je vais dire voilà une gazelle. J'ai déjà pris ce soir. Bonne soirée, monsieur. Mignon. Oh mon Dieu. Lily a tout juste le temps de souffler. Quelques centaines de mètres plus loin, sur le même boulevard, elle est à nouveau abordée par un homme. Vous êtes français, non? Oui, je suis française, oui. Oui, c'est Romain. Tu as envie d'Oman, un café? Non, je veux pas de café. Sur un autre trottoir, ça recommence encore. Vous avez pas de cigarette par hasard? Non, je suis désolée, je fume pas. Mignon. Ouais, on passe notre bonne. Non, j'ai un copain. J'espère que tu me mythopathes, c'est vraiment vrai. Je suis un peu pressée, donc je vais y aller. Aïe, aïe, aïe. Lily reste toujours polie. Elle craint que la situation ne dégénère. Un soir, elle a failli vivre l'horreur. Un homme l'a suivie jusque dans le hall de son immeuble et il s'est jeté sur elle. Comme j'ai crié très fort et j'ai commencé à lui mordre la main, donc là, ça lui a fait perdre le fil. Et je me suis précipitée ici, j'avais vu qu'il y avait des meubles démontés. J'ai pris un pied de table et puis je l'ai frappé à la tête. Et il a fini par sortir de lui-même à cause de la douleur, quoi. De jour comme de nuit, Lily tente aujourd'hui tant bien que mal de se débarrasser de ces hommes qui la voient comme une proie. Parfois, elle est même harcelée par un groupe d'hommes. Ce soir-là, ils sont 5 à l'interpeller à tour de rôle en moins d'1 minute. Pardon? J'adore ton style. Non, merci. Non, merci. Je cherche rien, en fait. Je marche, c'est tout. Merci. Si vous cherchez la compagnie, je suis là. La compagnie, non, ça ira, c'est bon. C'est bon.
Non, je donne pas mon numéro de téléphone. Donc, bonne soirée. pardon, oui, ça va, merci. Non, je veux rien, merci. Vous avez pas un mec à moi, genre? Pardon? Non, mais je pense que je vais pas répondre à toutes les injonctions parce que sinon on est dans la merde. J'en ai pour la nuit. La France est loin d'être le seul pays affecté par le harcèlement sexuel. C'est même un fléau qui touche le monde entier. Dans de grandes villes comme Mexico, New York, Paris ou Bruxelles, des femmes le dénoncent courageusement, vidéo à l'appui. En 2012, la Belge Sophie Peters a été la première à faire le buzz en réalisant cette vidéo. On va boire un verre ensemble ou quoi? Non, merci. Chez moi à la maison, bien sûr, pas de rien qu'à faire. L'hôtel, le lit, tu connais direct. Vous comprenez pas? Je veux pas. Elle dénonce les harceleurs de Bruxelles, les dragueurs très lourds. Si tu donnes envie, c'est normal, non? Alors, petit fesse. Salaud. 2 ans plus tard, une New-Yorkaise est filmée elle aussi en caméra cachée. En 10 heures, elle se fait accoster pas moins de 100 fois. Depuis quelques mois, les Françaises osent enfin en parler. Elles expriment leur ras-le-bol, souvent à travers des blogs comme Paye ta schneck. Et les propos qu'elles rapportent, les propos des harceleurs, sont souvent évidemment sexistes, injurieux, voire carrément orduriers. Psst, t'es bonne, je me marie avec ton cul, moi. C'était à Lille, rue Gambetta. J'avais banni la jupe ce jour-là pour éviter cela. Toi, t'as un corps magnifique. Tu veux qu'on aille chez moi? C'était à Lyon, place des terreaux, à 16h. Je sortais des cours, il avait 50 ans, moi 15. Dans le train, c'est pratique. La fille peut pas s'enfuir. C'était entre Paris et la Bretagne. Les femmes sont de moins en moins à l'aise dans l'espace public. Il faut savoir qu'entre 18 et 30 ans, elles sont 1 sur 4 à avoir carrément peur dans des rues comme celle-ci. Par ailleurs, 1 sur 5 est victime d'injures, 1 sur 10 subit des attouchements ou des tentatives de baiser. Les proies préférées des harceleurs, ce sont les jeunes filles. Nous nous sommes rendus à Montpellier, où 1/4 des habitants sont des étudiants. Le harcèlement sexuel est monnaie courante et les filles sont tabous. On se fait souvent interpeller comme ça. C'est insupportable en fait. Ils nous respectent pas en fait. Les petits wesh wesh qui passent avec à côté quoi, et qui disent ouais t'es bonne et tout, voilà normal quoi, c'est tout de tous les jours. Ils vont venir limite nous entourer pour venir nous parler ou des fois nous toucher. Moi, on a déjà essayé de me toucher comme ça. Donc, souvent c'est ouais t'es belle, t'es bonne, t'as pas un numéro, tout ça. J'ai peur qu'on vienne me voir ou que... Parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et c'est bon, maintenant je sors plus à cause de ça. S'interdire de sortir de crainte d'être insulté ou agressé sexuellement, que l'on en soit arrivé là aujourd'hui en France, est assez préoccupant. Il y a un chiffre plus inquiétant encore, le résultat de ce sondage. 27% des Français estiment que la responsabilité d'un violeur est atténuée si la jeune femme porte une tenue sexy. Qui sont ces millions de Français qui sont prêts à excuser un violeur en fonction d'une tenue? Pour le savoir, à Lyon, nous allons filmer une expérience mise en place avec la complicité d'un groupe d'étudiantes. Ça va? Oui, toi? Cette expérience, elles l'ont déjà faite à Dijon, dans le cadre de leur école de commerce pour dénoncer les violences faites aux femmes. Oui, toi. Elles vont poser dans différentes tenues en plein centre-ville et nous allons enregistrer les réactions des passants. Ah, mais tu mets des talons toi aussi? Ouais. Vous avez pas peur, hein? S'il faut courir. S'il faut courir, tu te fais agresser. Et ça, c'est toi, Loulou? Calixte, Louise, Marine et Camille ont choisi leurs habits pour cette expérience.
sport, c'est pas mal quand même. Je pense que ma tenue, c'est un peu la tenue de tous les jeunes avec des sneakers, donc des baskets, des collants résille qu'on voit un peu souvent sur Instagram en ce moment, un petit short taille haute, parce que c'est mignon, enfin moi je trouve ça mignon, et un petit haut un petit peu décolleté qu'on trouve dans les magasins exprès pour les jeunes, justement, avec derrière un petit moitié dos nu. En tout cas, moi je trouve qu'il n'y a rien de choquant dans ma tenue. Après, je sais pas. Moi, c'est un peu plus sérieux, un peu comme les femmes d'affaires. Alors, j'en suis pas du tout une. Et les talons surtout. Et les talons, voilà, les escarpins surtout, parce que les femmes mettent des escarpins tous les jours, donc je trouve ça très normal. Donc voilà, moi, je suis habillée normalement. Enfin, pour moi. Moi, je suis habillée en sport parce que du coup, il y a beaucoup de femmes qui se font harceler dans la rue en étant habillées en sport parce que ça moule, parce que ça va faire du sport, donc ça va faire un beau corps, quelque chose, donc on va siffler, tu vas travailler tes fesses. Ça vous est déjà arrivé Ah oui, bien sûr, oui. Qu'on passe rien que dans la rue en sortant dans les transports, oh là là, ça te fait un boule ou quelque chose, alors que je suis en tenue de sport, je vais faire du sport. C'est quoi l'expression? J'ai pas compris. En fait. T'as un bon boule. T'as le boule qui chamboule. T'as des belles fesses parce que du coup, t'as des belles fesses parce que ça te foule les fesses, t'es bien foutu, oh là là, des trucs comme ça. Donc on se prend ça tout le temps et donc ça chauffe dans nos têtes. Et moi, je représente peut-être des filles qui préfèrent se balader un peu plus dénudées. Je tiens à dire que c'est un haut que j'ai acheté en magasin, ce n'est pas de la lingerie. Ce top n'a rien de choquant pour les jeunes filles. Elles s'inspirent simplement des stars qu'elles suivent sur les réseaux sociaux. Enfin, je pense que tout le monde peut sortir avec ce genre de jupe. Je vais vous montrer une star américaine qui a 3 millions de likes quand même sur sa photo. Voilà. Donc ça, c'est Kylie Jenner, très connue, voilà. Kylie Jenner a le même âge que les filles, 20 ans. Elle porte des tenues sexy, comme celle de Camille. C'est une star de la télé-réalité américaine. Avec 175 millions d'abonnés, elle fait partie des 10 personnes les plus suivies de la planète. Elle est la demi-sœur de Kim Kardashian. Ça, c'est typiquement le genre de haut qu'il va y avoir, où à un moment, c'était les pantalons taille haute, qu'elle mettait toutes sur Instagram, ou les shorts taille haute aussi, et au final, on s'habille comme ça, et nous, on se fait insulter, quoi. Non, au bout d'un moment, non, c'est tout. Le concept de l'expérience que préparent les filles est très simple. À l'aide de pancartes, elles vont demander aux passants s'ils pensent que leur tenue peut expliquer une agression. S'ils trouvent l'une de ces filles provocante, ils collent alors un post-it sur elle. Voilà. Pour leur happening, elles ont choisi la rue de la République, l'une des artères les plus fréquentées de Lyon. En ce samedi après-midi, elle est noire de monde. C'est Camille qui prend place en premier avec sa pancarte. Ma façon de m'habiller mérite-t-elle de me faire agresser? Et les réactions ne tardent pas. Vous pensez qu'elle est habillée trop sexy, la fille? Ouais. Ah oui. Ah ouais. Ah bon? Ah ouais, sexy, elle est pas... Moi, ma femme, elle s'habille pas comme ça, moi. Ah bon? Sexy, ah ouais. Et vous pensez qu'elle mérite de se faire agresser, du coup? Non, elle ne mérite pas, je n'ai pas dit qu'elle méritait. Ah. Mais ça, c'est un facteur en plus, en fait. Parce que ça incite les gens qui sont un peu fêlés à violer. Franchement, elle, là, je te fais du mal. Provocante un peu. Comment ça vous fait du mal? Sexuellement parlant. Est-ce qu'elle mérite de se faire agresser? Personne ne mérite de se faire agresser. Mais je la voilà, quoi. Je l'agresserai bien. Ouais. Avec plaisir, je l'agresserai si j'avais le droit. Curieusement, les propos les plus violents sont tenus par les jeunes d'une vingtaine d'années. Ils trouvent la tenue de Camille choquante. Celle du milieu, je pense qu'il n'y a pas toutes les femmes qui se baladent en soutien-gorge dans la rue, mais après... Et en soirée? Même en soirée, ça fait vulgaire. Mais est-ce que du coup, vous trouvez qu'elle mérite de se faire harceler ou agresser? Non, faut pas partir dans les excès, mais j'aimerais pas que ma copine, elle s'habille comme ça. Les passants plus âgés, eux, ne voient pas le problème. L'expérience crée même un vif débat en pleine rue. Parce que moi, elle me fait aucun effet de la voir comme ça. Moi, ça me dérange pas. C'est le regard des hommes qui est sale. Parce que les hommes, quand ils sont torse nus, qui montrent leur pec, on les viole pas. Hein. On va pas leur mettre la main au cul, on va pas... Voilà. Quand on voit dans les téléréalités, maintenant les filles, elles s'assument. Ouais. Et ils se la ferment. Autrefois, quand j'avais votre âge, on venait se promener là. C'était les débuts de la mini-jupe. Ouais. Les filles, on les emmerdait pas. Hein. Bah ouais. Vous n'êtes pas provocante, vous êtes magnifiques. Vous êtes toutes magnifiques.
Il y a tout de même quelques exceptions chez les adultes. Des parents inquiets. Ma fille n'est pas ici, je la vois habillée comme ça, elle se prend tout cas qu'elle est autre. Ah non. Moi, Pourquoi moi, mes filles, il faut que ça soit habillé correctement. Vous trouvez qu'elle mérite de se faire agresser? Ah, il n'arrive pas d'être habillé comme ça, c'est pas normal. Comment ça, les gens dans la rue comme ça, parce que les hommes, c'est des salopards. Hein. Ouais, salopards, les gens. Ils profitent, une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, allez hop, après ils appellent de but. Ouais, c'est ça les bonhommes. Les plus virulents sont les mineurs, et notamment les jeunes filles. On a le droit de s'habiller comme on veut, mais je sais pas, moi je trouve que c'est provoquant ça. Donc si jamais un mec a envie de l'agresser, c'est pas de sa faute. C'est sa faute là, c'est un peu sa faute là par contre. Moi je la vérité, c'est un peu de sa faute. D'après ces jeunes filles, certaines tenues justifient l'agression. Elles ne sont pas les seules à penser ça. D'autres mineurs s'en mêlent. C'est à cause de femmes comme vous qui aiment bien les déclarer les 40 minutes. Attends, t'as dit quoi là? Les femmes comme vous qui se font violer. Ah, c'est de la faute des femmes. Voilà. Pourquoi en fait? Parce que regardez comment vous êtes. Pourquoi? Mais je parle avec toi, pourquoi tu veux pas parler? Parce que je suis habillée en short, tu te mets jamais en short quand c'est l'été, c'est comment? Mais le jeune homme ne veut rien entendre, et il indigne les passantes. Mais je m'en fous, c'est à cause de femmes comme ça qu'il y a des viols. Regardez comment elle est habillée. C'est à cause de mecs comme toi. Tiens ta bite au lieu de faire ça. Mais tu veux que la femme elle soit complètement... Mais j'ai déjà parlé à vous. Je vous ai parlé à vous. Mais non, mais je parle à Je dis ce que je pense, on en prend. Je vais parler. Oh là là. Je m'en bats les couilles. Je lui dis, c'est à cause de femmes comme vous qu'il y a des putes dans le monde. Il y a des putes en vidéo qui font violer. Mais oui, pourquoi des putes? Mais vous voulez quoi? Alors, moi je suis avec elle, toi. Je suis avec elle. Eh ben je m'en bats les couilles. Bon. Vous la postcode. Ah non mais oh, quand tu me fais peur, je me fais pas te faire peur. Au bout de 45 minutes, les étudiantes mettent un terme au happening. Des jeunes filles qui crient leur ras-le-bol de ne pas pouvoir s'habiller comme elles le veulent, cela paraît presque anachronique. Voilà déjà 50 ans que les femmes dévoilent leurs jambes. Dans les années 60, lorsqu'elle apparaît, la mini-jupe fait scandale. Ouais, putain, gigolette. Terrible. Avant d'entrer complètement dans les mœurs. Pendant des décennies, les Français n'y voient rien à redire. Au-delà du vêtement, la mini-jupe, c'est tout un symbole. Elle représente la libération des femmes. Alors, y aurait-il un véritable retour en arrière? Une partie de la jeunesse de France aurait-elle un problème avec le corps de la femme? Le constat que nous avons fait au lycée est véritablement alarmant. Une partie des jeunes filles refusent de porter des jupes car elles ont tout simplement peur d'être harcelées. Gien, à 150 km de Paris, une commune tranquille située sur les bords de la Loire. Le lycée professionnel Marguerite Audoux accueille des élèves qui viennent de tout le département. Dans ces classes, les relations entre les filles et les garçons ne vont pas de soi. Alors pour aborder cette question délicate, l'établissement a fait appel à une association. Raphaël est un ancien professeur d'histoire. Il parcourt la France pour sensibiliser les jeunes au sexisme. Un des thèmes sur lequel il ne fait jamais l'impasse, c'est la tenue vestimentaire. Il y a combien de filles en robe ou en jupe dans cette salle? Vous êtes en robe ou en jupe, mademoiselle? Une sur combien? Pas beaucoup, hein? Je le vois chaque jour quand je donne cette conférence. Il est rare que j'ai une jeune fille en jupe ou en robe dans la salle. Qu'est-ce qui va se passer souvent si vous vous mettez en jupe ou en robe? Mademoiselle? Les garçons, ils regardent en dessous. Les garçons regardent en dessous ou quoi d'autre? Ou alors on est des. Ou alors? On est des. On est des... Finissez votre phrase. Non mais non. Si. Qu'est-ce qu'on est quand on met une jupe ou une robe? On est des putes. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah on se plie à la règle. On se plie à la règle, on en met de moins en moins. De toute façon, avec les garçons, on est toujours des putes, entre parenthèses.
on s'habille bien, on est une pute. On met des jupes, on met des jupes, on est des putes. On parle à des gars, on est des putes. Pour eux, on est des putes tout le temps. Alors pourquoi, je sais pas, mais pour eux, on est des putes. Parce que dans une société machiste où il fallait pouvoir contrôler les femmes, la sexualité des femmes, une femme n'avait pas le droit de parler avec des hommes, de traîner avec les hommes, de s'habiller de manière trop provocante ou trop libre. Oui, mais on est au XXe siècle quand même. Faut changer les idéaux, non? Ce serait bien, on est au 21e même, mais ça avance pas vite. Je vois les choses reculer moi-même, vous voyez. Est-ce que vous préférez une société où les filles peuvent se balader tranquillement, comme elles veulent, librement, en jupe si elles veulent, ce qui est quand même pas désagréable, vous admettrez? Ou est-ce que vous préférez une société où les filles sont obligées de se couvrir de la tête aux pieds? Est-ce que vous considérez normal d'aller emmerder une fille parce qu'elle est en jupe courte, ou est-ce que vous considérez normal de prendre sa défense? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Par exemple, si elle fait ça pour provoquer les gens. Pour provoquer les gens à quoi? Oui, pour dire ouais, pour se montrer. Et pourquoi elle n'aurait pas le droit de se montrer? Non, mais je sais pas moi, par exemple que les garçons viennent la voir pour qu'ils lui parlent, pour provoquer les garçons. Oui, vous êtes célibataire, vous cherchez un garçon, vous mettez les chances de votre côté, non? Ouais, mais non, pas comme ça. De quelle manière une fille doit raisonnablement attirer un garçon, à votre avis? Pas en exagérant. D'accord. Une jupe ou tout ça. Enfin, si elle aime bien. C'est une fille qui est en jupe d'habitude. Si elle aime bien s'habiller comme ça, ça s'habille comme ça. Mais il y a des filles qui font ça pour provoquer. C'est ce que je veux dire. Oui. Si à un moment de votre vie, vous vous retrouvez célibataire, vous êtes malheureux d'être célibataire, vous voulez trouver quelqu'un, donc vous mettez un peu plus les choses en œuvre. Non, ça vous paraît pas normal? C'est la 2e heure déjà? C'était vachement intéressant de discuter avec vous. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre participation. Une femme serait provocante parce qu'elle porte une jupe. Le discours de cette jeune fille a de quoi surprendre. Mais Raphaël, lui, l'entend fréquemment. Vous avez certains jeunes, de plus en plus de jeunes, qui vont avoir un discours très conservateur, voire très rétrograde, très traditionnaliste, alors que parce qu'ils sont jeunes, on va s'imaginer qu'ils sont plus ouverts, plus libérés que nous, et on est très surpris de constater que pas forcément. Et qu'en matière d'ouverture des mentalités, de libération, il y a plutôt un recul qui s'effectue et qu'il y a beaucoup de travail à faire. Nous allons nous en rendre compte en interrogeant des garçons. 2 lycéens croisés dans les couloirs se sont portés volontaires pour nous parler. Une fille que vous voyez habillée par exemple en robe moulante, tout ça dans l'enceinte du lycée, est-ce que ça vous choque? Normalement, logiquement, dans la tête des garçons, c'est directement... Soit elle fait exprès pour chauffer les garçons, soit sinon elle se respecte pas, excusez-moi. C'est quoi se respecter alors? C'est des relations avec des mecs. Voilà. Et une fille qui se respecte pas, selon vous, du coup, elle risque quoi? La violation. Voilà, la violation. Et les menaces pour coucher avec les garçons. Ouais. Se faire toucher. Ouais. C'est important aussi. Draguer. Exactement. C'est une fille facile. Exactement, ma soeur s'habille mini-jupe, short, etc. Que ce soit en été ou pas, si c'est pas à l'intérieur de la maison, je serais contre. Elle doit pas s'habiller en allumeuse. Enfin, en chauffeuse. C'est quoi alors une tenue de chauffeuse? Je sais pas, c'est une mini-jupe là, c'est un truc moulant. C'est ce qui fait que ça attire le regard des garçons. D'accord. Donc la mini-jupe, faut faire gaffe quoi aujourd'hui, j'ai l'impression. Ouais, même les shorts et les bikinis. Donc c'est pour ça en été, faut pas partir à la piscine. Pour moi, sérieusement, si on est marié, on peut se mettre en bikini. Comme on est déjà marié et qu'on perd pas de temps pour attirer le regard des garçons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se respectent pas. C'est mieux de s'habiller comme une femme voilée, parce que ça attire moins le regard, etc. C'est tout. Ce jeune homme tient des propos inspirés par une vision rigoriste de l'islam. La femme devrait dissimuler son corps du regard des hommes. Dans ce groupe de jeunes filles, seule Kelly, à gauche, porte encore des jupes. Justine, elle, y a renoncé, car elle s'est fait agresser dans l'enceinte du lycée. On m'a poussé contre un mur, on m'a touché les fesses parce que j'étais en robe. Quelle tenue que tu portes? Elle était longue ta robe. Sale tenue. Donc voilà. Parce qu'apparemment c'est une habitude au lycée. Parce qu'il y a beaucoup de gars qui sont dans un couloir, tout le temps. Et du coup, il y en a même des filles qui ont peur. Du coup, ils font tout le tour quoi. Du lycée pour aller en cours. Par exemple, on passe, alors on sait pas pourquoi, alors ils viennent nous faire des trucs obscènes derrière nous.
Ils viennent, ils font comme ça, là. Ça veut dire... Ouais, j'ai envie de te... J'ai envie de t'attraper. Voilà. Ça poliment. Voilà. On aimerait bien vivre libre, quoi. On n'est pas... Des objets sexuels. Voilà. L'oppression que subissent ces jeunes filles est-elle vraiment une exception? D'autres garçons en France pensent-ils vraiment qu'une fille habillée trop sexy, lorsqu'elle est violée, l'a bien mérité? Nous nous sommes rendus dans d'autres lycées à l'occasion de la journée de la jupe, un événement symbolique. Et là encore, les réactions que nous avons recueillies sont étonnantes. Enghien-les-Bains, une commune située à 11 km au nord de Paris, bien connue pour son casino au bord du lac. Au lycée général Gustave Monod, les élèves se mobilisent. C'est la journée de la jupe aujourd'hui contre les discriminations envers les femmes. Tu veux un badge? Parmi les plus motivés, Oriane, 17 ans, en mini-jupe pour l'occasion. Égalité femmes-hommes. Super. Journée de la jupe. Merci. Il y a aussi Gabin. Pour la journée de la jupe, merci. L'un des rares garçons qui a osé se mettre en jupe. Trop belle. Et Colline, une des chefs de file du mouvement. Let's go. Vous mettez en jupe les filles en général? Oui. Moi, je pense que c'est à peu près une fois par semaine, j'essaie de me mettre une fois par semaine en jupe. Ça me dérange pas, j'aime bien. Mais vous faites insulter ou pas forcément? Ça dépend des fois. Il y a des fois, c'est juste un coup de klaxon, et puis il y a des fois, ça va être carrément une petite remarque très désobligeante. Ta jupe, elle est un peu courte, machin, on voit tes jambes. Oui, c'est cool. Je sais. Parfois, ou devant le lycée, ou des petits regards, des petits sifflements qui sont pas toujours agréables pour une fille. C'est pas possible. Et au final, la jupe, ça devient pas un vêtement comme un autre. C'est pas comme mettre un jean ou mettre un petit haut. C'est devenu un truc qui tout de suite est hyper connoté, comme si on aguichait les gens parce qu'on met une jupe, alors que ça n'a aucun rapport et que c'est uniquement un goût vestimentaire, enfin un style vestimentaire en fait. Au bout de 5, 6, 7, 8, 9, 10 remarques, ça devient insupportable. Et au final, je comprends les filles qui ont peur de se mettre en jupe parce que, normalement, ton corps, c'est ton corps et t'en as pas envie qu'on parle sur ton corps parce que tu mets une jupe, quoi. Qu'en pensent les garçons? Les avis sont partagés. Moi, je trouve ça sympa, quoi. C'est pas provocateur ni rien. Y a pas de raison qu'elle se fasse insulter, quoi. Je sais pas, ça devrait être normal, on est en France, quoi, je sais pas. Je pense qu'une femme a le droit de s'habiller comme elle veut, en fait. C'est une liberté comme une autre, en fait. Bah, disons, si elle met une jupe trop courte et elle a des jambes, je sais pas, c'est un peu provoquant, quoi. C'est l'image qu'elle donne, en fait. L'image qu'elle donne, bah, ça en fait un peu une réputation, quoi. Par exemple, on va dire celui-là, avec le collant, on pourrait dire, ouais, c'est trop court, ouais, pourquoi elle fait ça et tout. On va te juger directement, en fait. Et donc, c'est une pute. Non, je rigole. Non, mais voilà, les gens, ils pensent ça. Les filles qui portent des jupes, elles peuvent porter des jupes. Mais voilà, il y a des limites. Ouais. Maintenant ça, on va dire que ça a changé, puisque les filles, elles mettent de moins en moins de jupes. La jupe semble donc tout simplement menacée de disparition à l'école. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi certains garçons jugent-ils les filles sur leur tenue vestimentaire? Depuis quelques années, une sous-culture sexiste traverse la société française. Elle renaît à travers le porno, la pub et le rap, qui réduisent la femme à un rôle de simple objet sexuel à disposition des hommes. Certains chanteurs raffolent en effet des clichés sexistes. Gradure, par exemple, s'entoure de filles en maillot de bain, prêtes à assouvir ses désirs. D'autres vont beaucoup plus loin. Avec ses propos misogynes et violents, Orelsan franchit la ligne rouge en 2009. Dans sa chanson « Sale pute », il incarne un homme trompé qui veut se venger. On verra comment tu fais la belle avec une jambe cassée. On verra comment tu suces quand je te déboîterai la mâchoire. T'es juste une truie, tu mérites ta place à l'abattoir. Choqués, des associations de défense des droits des femmes portent plainte contre 8 de ses textes. Le rappeur est d'abord condamné à 1 000 € d'amende avec sursis, avant d'être relaxé en appel, au nom de la liberté d'expression. Autre chanson controversée, Saint-Valentin, dans laquelle il menace de frapper sa copine jusqu'à la mort. Où tu vas te faire Marie Trintignant, je te le dis gentiment, je suis pas là pour faire de sentiments. Je suis là pour te mettre 21 cm, tu seras ma petite chienne et je serai ton gentilmaître. Suce ma bite pour la Saint-Valentin.
Booba, lui, joue le bad boy amoureux, mais pas très romantique. Autre poids lourd du rap français, Caris. Le chanteur de Sevran s'illustre par des paroles trash. Ce soir, à La Rochelle, Caris se produit dans un club. Avec son dernier titre, il fait un carton. Il a été vu plus de 80 millions de fois sur Internet. Pourquoi il vous plaît, Caris? Parce qu'il est charismatique. C'est quoi le titre phare de Caris? Bah, c'est Chouin. Chouin. Ouais. La Gola, c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les Chouin. C'est quoi, Chouin? Ah, je voudrais pas être vulgaire. Michto, Chouin, c'est un peu la même chose. Pute, quoi. Pute? Ouais. C'est pas un peu sexiste? Ah si. Mais non, ça va. C'est pour ça que ça plaît aux jeunes, je pense. Et s'ils chantent chouin, je vais m'asseoir, je me lèverai pas. Mais pourquoi alors? Parce que si je chante chouin, en gros, c'est comme si pour moi je dis je suis une pute. Dans son clip, Caris dit préférer les femmes vénales, prêtes à coucher en échange de chaussures, de bijoux ou de quelques billets. Est-ce vraiment l'image que le chanteur a des relations hommes-femmes? Il n'a pas donné suite à nos demandes d'interview sur le thème du sexisme. Alors, nous avons tenté notre chance autrement. Nous nous sommes fait passer pour des journalistes musicaux. Vers 2h du matin, le chanteur arrive, entouré de son équipe. Nous n'avons que quelques minutes pour l'interviewer. Chouin, c'est une fille facile. Pourquoi cette chanson alors? Parce que c'est la réalité. C'est quoi la réalité? En fait, souvent les choses elles sont difficiles dans la vie, mais on aime bien la facilité. Vous préférez les filles faciles? Je préfère toutes les filles, j'aime toutes les femmes. Voilà, difficile, pas facile, je les aime toutes. Alors c'est pas un peu sexiste ces propos-là? Non, pas du tout, pourquoi? Pourquoi? Le fait de dire qu'on aime les filles faciles, c'est sexiste ça? J'ai pas dit qu'il faut frapper des filles, j'ai pas dit qu'il faut tuer des filles, j'ai jamais dit ça. Et c'est pas de ma faute si les femmes elles sont payées 30% moins cher que les hommes en France. C'est bien avant le morceau de chouin ça. Mais c'est pas de ma faute si les femmes elles sont tuées dans le monde par des hommes pour un match de foot par exemple. C'est pas à cause d'un morceau de chouin. Ça c'est juste du divertissement, les gens ils dansent, ils s'amusent. Y a rien de sexiste là-dedans, ça c'est que dans votre tête. Vous voulez dire que vous êtes à l'image en fait de la société? Je rappe de la musique, je fais du divertissement, ceux qui kiffent, ils kiffent, ceux qui aiment pas, ils aiment pas, ceux qui veulent écouter autre chose, écoutent autre chose. Il n'y a aucune obligation. Visiblement, nos questions dérangent. Le manager nous oblige à stopper l'interview. Il va même s'emparer de notre caméra, qui finira par terre. Au-delà du rap qui présente souvent les femmes comme des objets sexuels, il y a un autre phénomène qui influence les ados, le porno, de plus en plus trash. Et le problème, c'est qu'il est aujourd'hui en accès libre et gratuit sur Internet. Conséquence, les jeunes découvrent le porno plus tôt et en consomment davantage. En 2013, les ados étaient 37% à avoir déjà surfé sur un site X. Ils sont 51% aujourd'hui. 48% des garçons estiment que les vidéos porno ont participé à leur apprentissage de la sexualité. Pour me rendre compte de l'impact du porno sur les jeunes, je me rends dans les studios de Fun Radio. Avec Doc, Karel et Alice. Bonsoir Doc, bonsoir Karel. Bonsoir Lucie. T'as une voix très agréable, Lucie. Merci. Tu nous appelles pour avoir des conseils de pipe? Ah oui, c'est ça. Vas-y, raconte. Je voulais savoir si les hommes préféraient une fellation lente ou rapide. Ah, voilà une belle question. Est-ce que t'as un homme? Oui. Et ça se passe bien? C'est une grande histoire d'amour? Depuis une vingtaine d'années, le pédiatre Christian Spitz, alias le Doc, répond en direct aux questions des jeunes auditeurs sur leur sexualité. L'émission cartonne. Et Adrien nous appelle de Bourges. Il a 18 ans. Bonsoir Adrien. Salut tout le monde. Moi je voulais savoir en fait si les gens qui ne regardaient pas des pornos étaient nuls au lit. Moi clairement j'ai une copine en ce moment
Et franchement, sans les films porno, je crois que j'aurais jamais réussi à lui faire l'amour comme je fais l'amour maintenant. C'est pas forcément le meilleur modèle. Non, c'est pas. Non, mais je peux te dire qu'il y a plein de garçons qui n'ont pas regardé de films porno et qui découvrent la sexualité, en fait, de façon tout à fait harmonieuse, équilibrée, avec beaucoup d'inventivité. C'est pas les films porno qui permettent d'avoir de bonnes relations sexuelles. Je ne le crois pas. C'est d'autant que parfois, on a tendance à vouloir répéter des choses qui se passent, comme le coït qui dure 45 minutes ou des choses comme ça. C'est du montage. C'est du montage, oui. Voilà. Selon le doc, le porno d'aujourd'hui fait des dégâts sur les ados, à l'heure où ils découvrent leur sexualité. On banalise la violence à travers ces films porno. La violence, et on cultive le machisme. Où la femme, finalement, devient l'inférieure de l'homme d'une certaine façon, où elle est dominée. Bon. Mais en quoi le porno aujourd'hui est plus dégradant pour les femmes, notamment? Parce qu'auparavant, on était quand même dans des séries où il y avait une relation entre deux individus, pour nous, de Canal, il y a 30 ans ou 40 ans. Là, maintenant, on va cracher sur le sexe des filles, on va leur donner des tapes ou des frappes, on va les insulter. C'est un rapport de dominant à dominé. Ah oui, mais franchement, c'est vraiment ça, parce que les films porno sont fabriqués pour les mecs. Et qu'est-ce qui va faire que ces garçons vont regarder, comme ils vont regarder des séries violentes à la télévision? C'est la violence. Mais est-ce que ça risque de fabriquer plus de harceleurs, plus d'agresseurs sexuels qu'avant? Pour la majorité certaine, non. Mais pour ceux qui sont fragiles et qui auront ces tendances, ça va les conforter que cette tendance est finalement une pratique normale. Et qu'ils ont tout à... Pourquoi ne pas le faire? La pornographie banalise ces pratiques marginales et violentes. Ces pratiques violentes, des jeunes filles mineures en font les frais chaque année en France. Nous avons rencontré Mélanie, 15 ans. Elle a été violée puis harcelée sexuellement pendant des semaines à l'école. Tout a commencé lors d'une soirée d'anniversaire en juillet 2016. Un ami d'enfance l'entraîne au fond du jardin, prétextant vouloir lui parler. Au final, au lieu de commencer à me parler, il m'a dit que tout simplement qu'il avait envie de moi. Je lui ai dit, mais non, moi je vais dormir, j'ai pas envie de toi, j'ai un copain et non. Il m'a dit, mais si, je l'ai repoussé, j'ai dit, non, je veux pas. Et il m'a retiré vers lui, il m'a dit si. Et il m'a dit, t'inquiète pas, ça va pas durer longtemps. Et il a entrepris à m'embrasser, à me mettre une main derrière la tête, à me glisser une main dans la culotte alors que je le voulais pas. Il m'a laissé tel quel après avoir fait son affaire. Il était content. Il est parti. Je me suis tout de suite sentie très mal par rapport à ce qui s'est passé et je voulais aller dormir absolument. Pendant l'été, elle garde son secret. Mais à la rentrée, son agresseur raconte à ses copains du lycée qu'il a couché avec elle. Donc mon agresseur s'est vanté que j'avais kiffé, que j'étais une chienne et que en aucun cas j'avais dit non et que j'étais vraiment consentante, que pour lui c'était génial, il avait une relation sexuelle avec moi, il était content. Et donc ça a vite fait le tour. La réputation de Mélanie est faite. Elle est jugée fille facile. Les jeunes croient la version de son agresseur, un garçon grande gueule. Elle se retrouve isolée, lâchée par ses amis. Plusieurs élèves du lycée vont même la harceler sexuellement. Le premier jour où je suis revenue au lycée, une personne ou deux ont commencé à m'insulter sans s'approcher de moi, restant très loin. Ils m'ont dit v'là la pute, pute, pute. Ils répétaient ça en boucle. On m'a aboyé dessus, mais aboyé le cri du chien, en me disant que j'étais une chienne. Donc j'avais les larmes qui tiraient aux yeux. Et donc du coup, le lycée, c'est devenu pour moi l'enfer. À bout, Mélanie fait une tentative de suicide. Une fois rétablie, 4 mois après les faits, elle décide de porter plainte contre son agresseur. Mais faute de preuves, le garçon est aussitôt relâché après son audition. Aujourd'hui, j'essaye de me reconstruire. J'ai du mal à encore imaginer que lui sentir sans toute la peine que moi j'ai vécue. Voilà, il est toujours dans le même lycée, il poursuit ses études tranquillement. Moi, j'ai perdu des amis, j'ai perdu la confiance de certaines personnes.
Il y a tellement d'injustices. Et j'en viens à me dire que j'aurais aimé que ça soit pire, qu'il me fasse plus de mal, qu'il y ait des séquelles aussi physiques. Parce qu'il y aurait eu des séquelles physiques, aujourd'hui il aurait été puni parce qu'il y aurait eu des preuves de ce qu'il m'avait fait. Pour échapper à ses agresseurs, Mélanie a dû quitter le lycée. Elle suit des cours par correspondance. Elle continue cependant d'être harcelée sur le net. D'après une étude de 2016 que j'ai là, 13% des collégiennes et des lycéennes font l'objet de rumeurs malveillantes à caractère sexuel sur les réseaux sociaux. Alors cela dit, au-delà du rap et du porno, il y a un autre domaine dans lequel l'image de la femme est parfois dégradée, c'est la pub. Chaque jour dans la rue, nous sommes confrontés à des rafales de clichés qui nous imprègnent insidieusement. Si à partir des années 50, les femmes sont présentées comme de bonnes ménagères, je n'avais jamais vu auparavant des coloris si éclatants et un blanc si éblouissant. les 40 années qui suivent affichent des femmes en bombes sexuelles. Pour vendre n'importe quel produit, leurs corps sont exhibés. Cette publicité d'Yves Saint-Laurent a suscité l'indignation. Quelques jours après sa sortie, sous la pression des associations, elle est retirée des rues de Paris. Aux avant-postes de la guerre aux machos, Marie-Noëlle Bas, présidente de l'association féministe Les Chiennes de Garde. Depuis 20 ans, elle lutte pour que l'image dégradée des femmes ne soit plus imposée à la vue de tous. Le retrait de la campagne Yves Saint-Laurent en mars dernier est sa dernière victoire. Une femme désarticulée, sur un tabouret, comme si elle était morte en fait, avec les bras ballants, toujours ses talons aiguilles à roulettes, en collant, dans une position aussi d'offrande. C'est une incitation au viol. Et pour Marie-Noëlle Bas, la marque Yves Saint-Laurent n'en est pas à sa première campagne sexiste. Saint-Laurent promeut un sac, elle est nue, les bras en croix, on ne voit pas sa figure, elle est réduite à un corps. Pourquoi ce corps inanimé présente un sac ? Bien évidemment, il y a un lien entre les femmes présentées comme des objets sexuels et les femmes qui sont harcelées dans la rue, au travail et partout. Oui, bien évidemment, parce qu'à force de voir dans la culture que les femmes sont présentées comme des objets sexuels, sont offertes au fond, les hommes considèrent, intériorisent le fait que les femmes sont des objets sexuels. Si les publicitaires utilisent des femmes dénudées pour vendre, c'est que ça marche. C'est à la faculté de Vannes que je vais en avoir la preuve scientifique avec Bernard Roulet et Céline Jacob. Ils étudient la réaction de nos cerveaux face aux publicités. On a à peu près 1600 à 2000 publicités auxquelles on est exposé tous les jours. C'est énorme. Et à la fin de la journée, quand on demande aux personnes « Vous vous souvenez de combien de publicités ?» Il y en a 10-12 qui sont cités, pas plus. Donc ce que veulent les publicitaires, les annonceurs, c'est déjà qu'on porte attention à leur publicité, puisqu'on ne peut pas s'en souvenir si déjà on n'a pas attiré le regard. Alors pour être sûr que leur campagne attire le regard, les publicitaires utilisent des parties du corps des femmes. L'efficacité de leurs affiches est même parfois mesurée scientifiquement avec un appareil. Alors je m'apprête, sous votre direction, à participer à une expérience assez étonnante de poursuite oculaire, de eye tracking, comme on dit en anglais. Grâce à des capteurs dissimulés dans l'ordinateur, les mouvements de mes yeux vont être enregistrés pendant que je regarde des photos. Alors sur quel détail mon regard va-t-il le plus se fixer ? Les résultats sont instantanés. Alors. Les points rouges indiquent les zones où mon attention a été la plus soutenue. Donc quand, justement, je prends une photo d'une magnifique jeune femme, bien dénudée, vous n'avez pas regardé le visage. Il y a d'autres zones qui vous ont interpellé. Oui, ici. les points rouges, c'est quand même voilà. les fesses et la poitrine.
Donc, on allait dire un homme dans toute sa splendeur. Alors, qu'est-ce que nous avions d'autre comme image? Bon, ben là, encore, hein, toujours la demoiselle sur laquelle vous avez focalisé. J'ai pas du tout regardé ailleurs. Hein. Pas du tout. Ah, pas du tout. Ni la mer, ni les rochers, ni l'horizon, ni les nuages. Avec les publicités, ce test prend tout son sens. Cette marque a positionné son logo à la hauteur de la femme allongée. Celle-là, un flacon de parfum entre les jambes. En fait, c'est une tendance depuis des années, mais qui va en s'empirant. C'est-à-dire que les marques utilisent de plus en plus les zones érogènes de la femme pour faire de la publicité. Effectivement, il y a de ça quelques années, un genou, une cheville ou l'amorce d'un sein suffisait pour attirer le regard. Aujourd'hui, il faut être beaucoup plus explicite, peut-être plus voyeur encore, pour attirer les regards. La pub adore aussi faire sourire, au risque de choquer. Cette affiche qui évoque le point G est une création de BETC. J'ai décidé d'interpeller sa fondatrice, Mercedes Herra. Très impliquée dans la défense des droits des femmes, elle se dit féministe, mais défend sa pub. Notre point G, il est dans la penderie. C'est un peu sexiste, non? C'est résumer la femme à l'état d'objet sexuel, non? Ça dépend du regard que vous avez. Parce que je trouve ça voilà, rigolo, impertinent, marrant. Ça dit que les filles, ça a un goût fou pour les fringues et que notre point G, il est dans la penderie. Mais en même temps, je trouve ça rigolo de dire à un mec, tu sais, mon point G, il est dans la penderie plutôt que là où tu penses. Je trouve ça pas mal. Mais vous convenez avec moi que l'image de la femme dans la publicité, c'est quand même c'est important. Ça participe l'image de la femme, bien sûr. La progression de l'image que l'on peut avoir de la femme, qui a été souvent même dégradée. Par exemple, Dolce Gabbana, enfin, elle date d'il y a quelques années, mais c'est vrai qu'on retrouve une femme qui est dans une situation de soumission par rapport à l'homme. Vous allez trouver dans ces campagnes qui sont, on va dire, des campagnes de luxe ou de parfum, vous allez trouver tous les modes de fantasme, dont les modes de soumission d'un côté ou de l'autre. Ouais. Et ça, en règle générale, surtout les campagnes de créateurs et les campagnes de luxe ne sont pas soumises aux mêmes règles que nous. Parce que les créateurs de luxe considèrent que ce qu'ils font est de l'art. Les publicités dans les magazines ou dans la rue ne sont soumises à aucune loi, à aucune instance gouvernementale. Seul existe un jury composé de publicitaires qui s'autorégulent et dont ne font pas partie les marques de luxe. Quelles sont les limites que vous imposez vous-même? Vous auriez émis une publicité de ce genre vous-même? J'aime les idées. J'aime les idées, donc on est dans le sexe, voilà. Donc c'est pas ça, c'est la seule chose qui me choque beaucoup. Mais là, c'est une femme offerte. Non, ça me gêne pas, vous savez. Je trouve que c'est tellement bizarre ce que vous dites. Dans les films, dans les livres de photos et tout, vous voyez pas des hommes et des femmes offertes. Donc là, moi, ce qui me gêne un peu plus, je vais vous dire, c'est tout ce qui est de la logique de la maigreur. Ça m'ennuie. Voilà, le reste... En mars dernier, la mairie de Paris a décidé d'interdire les publicités sexistes dans les rues de la capitale. La société de co, qui gère les espaces d'affichage, doit veiller au respect de cette règle. Pour obliger toutes les villes de France à prendre la même mesure, il faudrait le vote d'une loi. Quel est l'impact de la publicité sur les jeunes? Retour à Gien, au lycée Marguerite Audoux, avec Raphaël, l'ancien professeur d'histoire, qui lutte contre le sexisme à l'école. Il va faire réagir les jeunes à des affiches publicitaires. Ça, c'est des vraies pubs auxquelles vous avez été confrontés. Vous ne les avez peut-être pas remarquées dans la masse des publicités auxquelles on est confronté. Mais l'air de rien, ça vous rend habitué à voir ce genre de choses et ça vous rend habitué à considérer ça comme normal. Moi, j'ai vu des garçons dans la salle, des fois, me dire « Non mais monsieur, vous avez vu comment elle est habillée, elle l'a bien cherché ». La publicité d'inspiration pornographique, ça contribue à cette culture du viol, à vous faire considérer comme normal le fait de traiter les femmes comme ça. Regardez cette
Publicité. La femme, on lui a huilé le corps. Elle a un corps très luisant. Il a l'air d'être en plastique. Sa bouche est ouverte, en grand, en rond. Elle a la bouche très maquillée. On dirait une poupée gonflable. Vous savez, ce sont ces accessoires sexuels que l'on gonfle, qui ont une forme de femme, auxquels des hommes seuls font l'amour. Parce qu'une poupée gonflable, on ne lui demande pas son avis. Eh oui. Regardez la bouteille de parfum qu'on a mis entre ses seins. Quelle forme on lui a donnée ? De pénis humain. De pénis humain, effectivement. Pourquoi ? Le message qui est passé, c'est que si vous portez le parfum, vous pourrez vous mettre à la place du parfum. Dans l'image en bas à gauche, qu'est-ce qui se passe ? C'est gênant. Il y a un homme qui met un doigt dans la bouche d'une femme. C'est quel doigt ? Le majeur. Qui représente, vous l'avez dit tout à l'heure, le pénis. Et puis, c'est peut-être pas très net sur l'image du centre, mais c'est la même chose à droite sans les vêtements. C'est la bouteille de parfum entre les cuisses. Là encore, si vous portez le parfum, vous serez à la place du parfum. Et oui. Selon Raphaël, donner aux jeunes les clés pour décrypter les images sexistes, qu'elles soient issues de la pub ou du porno, doit être une priorité, car elles auraient un impact sur les relations entre les filles et les garçons. Je pense que ça a une influence. Moi, j'ai un principal de collège qui n'aurait pas dû être au courant de ce genre de phénomène, qui a pu constater dans le rapport avec ses élèves que les élèves tentent des choses de plus en plus tôt, qui tentent des choses de plus en plus violentes, et puis que ça porte à conséquence ensuite sur le vivre ensemble dans le quotidien, dans des lieux d'enseignement qui ne devraient pas être confrontés à ce genre de problème. L'éducation est essentielle dans la lutte contre le sexisme. Mais comment justifier auprès des adolescents que l'on puisse aujourd'hui encore montrer des femmes soumises, offertes aux hommes, ou pire, des femmes insultées, voire menacées de mort dans des clips de rap? Le harcèlement sexuel a toujours existé dans la société française, notamment sur les lieux de travail. Longtemps tabou, il a été traité aussi avec dérision parfois. On se souvient de cette expression malheureuse, promotion canapé. Alors aujourd'hui, il sort de l'ombre grâce au courage de quelques femmes et d'affaires très médiatisées. Ce matin, dans un café parisien, Sandrine Rousseau, secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts et 3 autres plaignantes ont convoqué la presse pour parler de l'affaire judiciaire qui les oppose à l'ex-député vert Denis Baupin. En tout, elles sont 14 victimes présumées à avoir eu le courage de le dénoncer publiquement. Moi, je voudrais vraiment que maintenant, les choses changent pour les femmes qui dénoncent et que ce ne soit plus elles qui soient dans un combat permanent, mais que la honte change de camp et que ce soit les agresseurs et les harceleurs qui doivent en permanence se justifier. Nous n'avons pas à nous justifier quand nous sommes 14 à avoir des témoignages concordants. C'est juste surréaliste de devoir le faire. En mai 2016, Sandrine et ses collègues créent un séisme dans le monde politique en portant plainte contre Denis Baupin, alors vice-président de l'Assemblée nationale. Elle se taisait depuis des années, jusqu'à un tweet du député vert. Pour la journée de la femme, il publie cette photo sur laquelle il pose avec du rouge à lèvres. Ses victimes présumées y voient une provocation et décident de le dénoncer. Je vois la photo, je lis le sous-titre, nausée, et je suis allée vomir. Direct. Je suis pas une petite nature, a priori. Et j'ai vraiment eu l'impression que c'était une façon de... C'était un crachat qui nous envoyait à la figure. Hélène Debost, simple militante à l'époque, dit avoir reçu des centaines de SMS salaces. Sandrine Rousseau, elle, dénonce une agression sexuelle. En 2011, j'étais à une tribune, j'organisais une réunion et à un moment donné, j'ai fait une pause, j'ai voulu aller aux toilettes et dans le couloir, Denis Baupin m'a calé contre un mur et a cherché à m'embrasser de force. Dans les heures qui suivent ces révélations, le député dément et démissionne de son poste de vice-président de l'Assemblée. C'est aujourd'hui que le parquet rend ses conclusions. Certains faits sont susceptibles d'être qualifiés pénalement. Ils sont cependant prescrits, car datant de plus de 3 ans. L'affaire est donc classée sans suite. Malgré tout, les 4 plaignantes expriment leur satisfaction. Le communiqué du parquet dit que c'est une affaire sérieuse et pour moi, c'est là la victoire. Et c'est là, quelque part, le débat de société que l'on a ouvert. C'est que le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles sont aujourd'hui, je pense, considérées comme des affaires sérieuses, ou du moins sont en passe de l'être. Il y aura encore des combats à mener, mais je pense que nous avons fait un progrès dans ce débat-là. Et ça, cette affaire-là, à mon avis, a joué un rôle là-dessus.
Sandrine Rousseau est émue. Au-delà de sa propre affaire, si elle a accepté de briser l'omerta, c'est pour faire évoluer la société. J'ai des filles et en fait, je voudrais pas qu'elles subissent ce qu'on a subi. Donc c'est aussi pour faire progresser les choses de génération en génération. Nous, on a eu des mères qui ont dû subir sans doute beaucoup de choses sans pouvoir en parler. Nous, on est la génération qui parlons et qui dénonçons et qui faisons évoluer la justice. Et on espère que nos filles seront la génération de celles qui ne se poseront même plus la question, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment ça qu'on essaye de faire. Et moi, quand, je suis émue un peu quand j'en parle, mais quand je regarde mes filles, je leur dis ça, c'est pour vous, quoi. La médiatisation de l'affaire Baupin a libéré la parole. Après leur dénonciation, les militantes ont reçu des centaines de messages de victimes de harcèlement sexuel partout en France. Mais rares sont celles qui osent attaquer en justice. Alors combien de Françaises subissent les assauts d'un collègue de bureau ou d'un supérieur hiérarchique? On a obtenu ce chiffre, il est impressionnant. Au cours de sa vie professionnelle, une femme sur 5 en France subit un harcèlement sexuel. Alors où commence ce harcèlement sexuel? Selon la loi, le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité. C'est aussi le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle. Le harcèlement sexuel a bien failli détruire cette cadre d'un syndicat. Après 1 an et demi de dépression, Alice est parvenue à sortir la tête de l'eau. Aujourd'hui, elle est bien décidée à faire condamner son agresseur présumé. Elle a accepté de nous raconter son histoire. Nous allons la suivre dans son combat et tenter de retrouver des témoins de l'affaire. Alors là, on est devant le syndicat pour lequel j'ai œuvré pendant un peu plus de 18 ans. J'ai été victime d'un harcèlement sexuel qui a duré plusieurs semaines, qui est allé crescendo avec effectivement des gestes de plus en plus violents. Pendant 1 an, Alice travaille en bonne entente avec l'un des cadres du syndicat. Jusqu'à ce jour de juin 2015, lors d'un dîner entre collègues. Il faisait très chaud, j'avais mis une robe légère en soie, voilà. Et à un moment donné, je vais pour me lever à la fin du repas. Et je sais pas, j'ai fait un geste malencontreux, je suis retombée en arrière, donc ma robe s'est soulevée. Et alors là, il a dit rien, j'ai vu tes dessous, ils sont roses. Bon, voilà, tout le monde a ri, moi aussi, ça n'est rien de dramatique. Sauf que le lendemain, dans l'ascenseur, il me sort devant tout le monde, quand est-ce qu'on fait l'amour ensemble? Alors, c'est vrai que sur le coup, je l'ai pris un petit peu sur un ton humoristique. Et puis, en fait, il a commencé assez souvent à me provoquer sur ce sujet-là. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on fait l'amour ensemble? Est-ce que tu aimes faire ça dehors? Est-ce que j'aimais la sodomie ou pas? Des choses un peu plus précises qui ont commencé vraiment à me gêner, là, par contre. Quelques semaines plus tard, lors d'une réunion syndicale, l'homme serait allé beaucoup plus loin. Alice raconte qu'elle était assise face à lui, entourée de plusieurs collègues. Et tout d'un coup, il s'est levé brutalement, sans dire quoi que ce soit d'ailleurs, m'a attrapé par les bras, m'a ceinturé, m'a soulevé, et je me suis trouvée plaquée sur la table avec tout son poids sur le corps, et son souffle dans le cou, et puis son membre en érection, voilà. Il est parti en hurlant et en rigolant. Le problème, c'est qu'il me les faut toutes, voilà. Et tout le monde était sidéré, j'ai pas d'autre mot, moi la première d'ailleurs. Et j'ai pas eu de réaction. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? C'est tout. Après cette agression, l'homme se serait mis à harceler moralement Alice pour qu'elle parte. Peu à peu, elle s'enfonce dans la dépression et pense même au suicide. Presque 1 an plus tard, Alice se décide à porter plainte. Elle cite aux enquêteurs 3 témoins directs de son agression, ceux qui étaient présents lors de la réunion. Mais aucun d'entre eux ne se souvient du moindre geste déplacé. Pour en avoir le cœur net, nous décidons d'aller à leur rencontre lors d'un meeting syndical.
Nous reconnaissons l'un d'entre eux. Lors de la réunion où aurait eu lieu l'agression, cet homme était assis à la droite d'Alice. On a commencé à entendre parler de cette affaire. On était d'autant plus surpris qu'on a passé toute la journée ensemble. Franchement, on ne sait pas d'où ça sort. Voilà. Encore une fois, on se pose toujours des questions de à quel moment ça a pu se passer, puisqu'on a été toute la journée ensemble et nous sommes témoins d'aucun des faits qui sont remontés sur ce jour-ci. Par téléphone, nous parvenons à joindre le deuxième témoin. Lui aussi affirme n'avoir rien vu. Je veux surtout pas me mêler de cette histoire. Il y a 3 personnes, dont une femme, à avoir témoigné dans le même sens. Quant au troisième témoin, une femme, Alice a des souvenirs très précis de sa réaction au moment de l'agression. J'ai vu vraiment ses yeux bleu-vert, très ouverts. Enfin, elle était toute rouge, elle était effarée, quoi. Et je crois que c'est son regard qui m'a tétanisée autant que le reste. J'ai éprouvé une grande honte dans son regard, pour moi. Pourtant, ce témoin dit n'avoir rien vu non plus. Je ne peux pas témoigner sur quelque chose que je n'ai pas vu. À ma connaissance à moi, il n'y a pas de situation. Quand elle parle de réflexion salace qu'il lui faisait devant tout le monde, vous n'avez jamais été témoin de ce genre de choses? Non. Je ne vois pas en fait à quoi ça fait référence. Et parce que je trouve que c'est un peu délicat de parler de quelque chose qui concerne mon entreprise. Des témoins qui n'ont rien vu. Un adhérent du syndicat, qui connaît bien l'homme contre lequel Alice a porté plainte, a une explication. C'était le centre du monde, il fallait que tout le monde soit assisté. Et vous pensez que, vu sa personnalité, c'est quelqu'un qui a pu harceler Alice? Moi, je pense, oui. Personne ne témoigne. Comment vous l'expliquez, ça? Ça vous étonne, vous? Il a tenu son staff bien maintenu, les gens un peu sous la peur, un peu, voilà, autour de lui, hein, les gens le craignaient, quoi. Depuis, l'agresseur présumé d'Alice a démissionné pour raison de santé. Alors le syndicat aurait-il poussé l'agresseur présumé d'Alice vers la sortie? A-t-il cherché tout simplement à étouffer l'affaire, ce qui serait plus commode? Nous avons contacté les responsables de ce syndicat, ils n'ont pas voulu répondre à nos questions. Quant à l'agresseur présumé, il réfute les accusations portées contre lui, il a même porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Alice tente de se remettre de ce traumatisme, elle attend avec impatience que la justice se prononce. Pour l'aider à se reconstruire, Alice a été prise en charge par un service d'aide aux victimes de harcèlement sexuel. Un service unique en France. Il a été créé à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, il y a 4 ans, par le professeur Charles Peretti. Quelles sont les conséquences psychologiques sur les victimes d'un harcèlement, notamment dans le cadre du travail, un harcèlement au quotidien? Les conséquences, ça va être de l'anxiété, une baisse de l'estime de soi, une remise en cause profonde chez la victime qui ressent de la culpabilité, alors même que le harceleur devrait ressentir. Les rôles sont inversés. Une culpabilité par rapport à ce qu'il fait. Non, c'est la victime qui se dévalorise. Il y a un stress répété qui va aboutir à un état de stress prolongé, chronique, qui va confiner quasiment à l'état de stress post-traumatique, le même état de stress post-traumatique qui existe après les accidents, les agressions ou les attentats. Est-ce qu'il y a un profil type du harceleur dans le cadre du travail notamment? Alors, le harceleur est un homme, dans 99% des cas. C'est un homme souvent qui a une position hiérarchique élevée par rapport à la victime. Il y a souvent un narcissisme très important, voire parfois débordant, écrasant. C'est quelqu'un qui a tendance à collectionner des conquêtes, pour les mettre un peu à son tableau de chasse. Et il y a véritablement une emprise que le harceleur va avoir sur ses victimes. C'est souvent quelqu'un qui en impose, quelqu'un à qui il est difficile de dire non. Au traumatisme du harcèlement sexuel s'ajoute la difficulté pour les femmes de prouver les faits dont elles sont victimes. En général, il n'y a pas de témoins. Et lorsqu'il y en a, le plus souvent, ils se taisent. Pour les accompagner dans leur combat judiciaire, les victimes peuvent se tourner vers l'association contre les violences faites aux femmes au travail.
l'AVFT est à l'origine de la première loi sur le harcèlement sexuel, en 1992. Bonjour Laure. Bonjour. Dans ces locaux du 13e arrondissement de Paris, une poignée de militantes comme Laure conseillent les femmes dans leur démarche pour obtenir justice. Les victimes qui appellent l'association la toute première fois hésitent souvent à dénoncer leur harceleur. La difficulté de sortir du harcèlement sexuel, ça va vraiment être la situation de travail, le fait qu'il existe un contrat de travail, que les femmes veulent le garder à tout prix, parce qu'elles se sont parfois battues pendant des années pour avoir un CDI, pour garder leur emploi, elles sont mères célibataires, etc., etc. Elles sont en but à la précarité dans toutes les sphères de leur vie, et donc leur travail, il faut qu'elles le gardent. Et ça, les harceleurs le savent très bien, et c'est toujours intégré à leur stratégie. Est-ce que vous leur conseillez, quand elles n'ont pas encore quitté l'entreprise ou qu'elles sont en maladie, j'imagine, c'est de rester pour accumuler les indices, peut-être, non? Un conseil qu'on leur donne, c'est d'enregistrer les harceleurs, parce que l'enregistrement au pénal est une preuve admissible. Ça, avec un téléphone portable, par exemple, qu'on laisse traîner ou... Ouais. Ça, c'est pour essayer de recueillir des preuves vraiment matérielles. Mais souvent, on leur dit, vous êtes en danger. Et vous allez craquer de toute façon à un moment ou à un autre, et il faut vous préserver aussi. Mettez-vous en arrêt, parce qu'il faut souffler, et il faut vous reconstruire. L'AVFT suit 200 nouveaux dossiers par an. Je suis surpris de voir que cette petite association doit se battre avec moins de 300 000 € de budget annuel. C'est bien peu pour aider les victimes de la France entière. Les dossiers, c'est à côté, là. Alors, en fait, ils sont partout, les dossiers. Il y en a partout, des dossiers. Ils sont là. Ils sont là, ils sont dans mon bureau, là. Tout ça, c'est des dossiers. Tout ça. Enfin, il y en a partout, en fait. Plus tous ceux qui sont aux archives. Alors, je crois savoir que sur 94% des dossiers, l'affaire est classée sans suite. Par le procureur, oui. Tout à fait. Selon l'AVFT, les dossiers sont souvent expédiés. La police n'a pas le temps de mener des enquêtes complexes au sein de l'entreprise, de retrouver d'autres victimes sur les anciens lieux de travail du harceleur. Alors depuis 2012, je crois qu'on a eu 4 renvois devant le tribunal correctionnel pour harcèlement sexuel. Depuis 2012 Depuis 2012, oui. Mais c'est rien. C'est rien du tout. Je sais pas quoi vous dire. Non seulement les poursuites pénales sont exceptionnelles, mais en plus la peine maximale encourue est de 2 ans de prison. C'est moins que pour un vol. Une fois de plus, notre société fait preuve d'une grande tolérance à l'égard de ce fléau. Dans un petit village de Dordogne, Roselyne, employée municipale, est parvenue à envoyer son harceleur devant les tribunaux. Dans quelques heures, elle connaîtra la décision de justice. On va se boire le petit café, puis après. Oui. Ouais, ça va. Toi aussi? Oui, Bon. Pas trop, mais bon, ça ira. Pour Roselyne et son mari, c'est l'aboutissement de 2 ans de procédure. Bon, là, je viens de prendre un petit comprimé pour me détendre, donc j'espère que dans 1 heure, ça ira beaucoup mieux. Mais bon, c'est beaucoup de stress. Déjà de le voir, lui, s'il y est, ça c'est ma grande appréhension, la plus. Puis après, le verdict, voilà. Est-ce qu'il va être reconnu réellement coupable? Dans ce village de 250 habitants, tout le monde se connaît. L'homme contre lequel Roselyne a porté plainte est en fait un ami d'enfance. Entre eux, tout bascule en 2014 lorsqu'il est élu maire de la commune. Roselyne est sa secrétaire. 2 mois après son entrée en fonction, il commet l'irréparable. Il s'est mis derrière mon dos et j'avais un t-shirt un peu décolleté et qui laissait voir un grain de beauté à la naissance de ma poitrine. Et il me dit, tiens, tu as un grain de beauté. Et il met sa main sur mon grain de beauté. Et là, il descend sa main sur mon sein gauche. Et là, j'étais très surprise, voilà, ça m'a sidérée, quoi. Et je lui ai quand même retiré la main. Il a retiré sa main tranquillement et il a continué son travail comme si de rien n'était. Pendant 2 ans, Roselyne va subir les assauts répétés du maire et vivre un véritable calvaire. Je regarde le courrier et monsieur vient derrière moi, chose normale, il regarde le courrier pour voir ce qu'il y a. Et là, il se met à m'attraper et il passe sa main sur mon sein
et l'autre main entre mes cuisses. Et là, il remonte. Donc là, violemment, je l'ai repoussé. Là, il m'a dit verbalement, il me dit oh, tu as des beaux seins très fermes pour ton âge. Il me dit, je voudrais savoir si tu as le sexe aussi ferme. Donc là, c'est... Excusez-moi. Là, c'était la scène la pire de toutes, quoi. J'étais paralysée, j'étais tétanisée. Impossible de réagir. Je sentais cette même moite sur moi, c'est une horreur. C'est vraiment quelque chose d'affreux, affreux. Même encore, la nuit, je ressens pas encore cette main sur moi. C'est aujourd'hui au palais de justice de Périgueux que le jugement va être rendu. Une amie est venue soutenir Roselyne. Oh, bonjour. Bonjour. Bon, comment tu vas? Pas très bien. Pas très bien. On verra ça tout à l'heure. Roselyne a attendu 2 ans avant de porter plainte contre cet homme qui l'a tétanisée. En apprenant qu'elle l'a dénoncé aux gendarmes, il l'aurait menacée. Et là, il s'est emporté. Il me tenait par le poignet. Il me disait, regarde-moi dans les yeux. Et voilà, quoi. Il me disait, et c'est moi le maire, c'est moi qui commande. Sache que si tu vas porter plainte, ça sera ta parole contre la mienne. Parce que moi, j'ai des connaissances. Et voilà, comme il côtoyait la gendarmerie, il côtoyait une autre personne bien placée, un juge d'instruction à la retraite. Donc, il se croyait vraiment protégé. L'ancien maire, il a depuis démissionné, n'est pas venu au tribunal pour entendre le délibéré. L'audience va durer une demi-heure. Roselyne et son mari sortent l'air abattus. L'homme a été reconnu coupable, mais il n'écope pas de prison ferme. Cette audience, j'attendais beaucoup plus. 12 mois avec sursis, voilà, je m'étais fait une autre idée peut-être de cette peine. Je pensais à autre chose, voilà. Je pensais à des souhaits, je pensais à, voilà, et qui ne reste pas dans mon environnement proche. Donc là, il sera toujours dans mon environnement proche, donc je ne serai jamais vraiment tranquille puisqu'il habite à 500 mètres de mon domicile. Il peut venir quand il veut sur mon lieu de travail si je reprends sur Clermont-Dexideuil. Donc tout ça, pour moi, ça m'est un petit peu difficile, mais avec du travail, je surmonterai ça. Je trouve qu'il n'est pas trop puni, mais bon, c'est comme ça. Alors que lui, il aurait dû être soigné, je pense. Mais bon. C'est très dur. La justice est-elle laxiste? Pas de prison ferme, aucune mesure d'éloignement pour celui qui a détruit une partie de la vie de Roselyne. Malgré tout, elle ne regrette pour rien au monde d'avoir dénoncé son agresseur. C'est sûr que c'est difficile, c'est sûr que c'est des épreuves de la vie très très dures, mais bon, il faut le faire, il faut le faire. Je pense qu'après, ça permet aussi de guérir, de passer à autre chose. Sinon, si on ne le fait pas, on ne peut jamais passer à autre chose. Ça ne doit plus être un sujet tabou, qu'il faut en parler, il faut le dire, il faut porter plainte, quoi. Le harcèlement sexuel concerne toutes les catégories sociales et toutes les tranches d'âge. Mais depuis quelques années, dans certains quartiers, un phénomène nouveau est apparu. Des femmes sont harcelées dès qu'elles sortent de chez elles, car certains hommes n'acceptent pas leur présence dans l'espace public. À Creil, dans l'Oise, le plateau Rouer, une cité située sur les hauteurs de la ville. Fatima, mère de 5 enfants, fait partie d'un collectif de femmes en colère, entrées en résistance contre des hommes oppressants. Dans son quartier, elles aimeraient pouvoir se déplacer librement, aller au café, vivre tout simplement sans être harcelées. Ici au plateau, vous ne verrez jamais une fille qui rentre dans un café pour prendre un café. Les cafés, c'est fait pour les hommes, mais pas pour les femmes. Ça m'a déjà arrivé que j'étais traitée de... Ouais, je ne peux pas te dire le mot, un peu vulgaire. De prostituée? Pas pour... Mais pute, je sais pas. De pute? Voilà, voilà. Vous, une mère de famille, on vous traite de pute parce que vous allez au café dans le quartier? Ouais, dans le quartier. Parce que les femmes, elles sont faites pour la cuisine, elles ne sont pas faites pour aller dans un café. Les femmes, elles sont faites pour faire
C'est le ménage, en fait, les enfants, ils sont pas à sortir. Bon, on peut faire les courses, mais pour prendre un café, quand même, il y a des problèmes. Aujourd'hui, avec son collectif, Fatima va mener une opération coup de poing, quitte à s'attirer les foudres des hommes du quartier. Mais tu prends pas ta veste? Elle est arrivée du Maroc il y a 30 ans. Elle a vu le quartier se transformer et a dû renoncer à cette liberté qui l'a tant séduite à son arrivée en France. Moi, je me rappelais qu'on arrivait en 89 et ici, c'était pas la même chose. Hein. C'était pas la même mentalité, c'était pas la même... Je voyais comment ils vivent, les gens, tout ça. Je me suis dit dans ma tête, c'est super, je peux faire qu'est-ce que je veux, moi aussi. J'étais habillée normal, en fait. Voilà, un jean, une petite veste, j'avais pas de foulard. À l'époque, vous n'aviez pas le voile dans la rue? Non. C'est le voile, je commence à le mettre, comme ça a commencé, on va dire 2005. Hein. Pour, voilà, il n'y a personne qui me met. Il n'y a personne qui me met. À partir des années 2000, Fatima a vu les femmes du quartier se couvrir la tête les unes après les autres. Alors, elle a adopté le code pour échapper aux remarques des hommes. La cité idéale, c'est la liberté. Voilà, qu'on trouve la mixité et puis la liberté, quoi. Et puis voilà, tu sais qu'on est dehors, on n'a pas à avoir peur, on va se cacher. Voilà, on vit librement, en fait. Le groupe de femmes avec lequel elle va agir pour retrouver la liberté s'est réuni dans ce local. Bah là, on est arrivé, là, je sais plus ce que je vais mettre à l'aise. Bonjour. Elles sont une dizaine de mères de famille à vouloir réinvestir la rue et les cafés du quartier. Pouvoir se promener sans se faire importuner par les hommes. À leur tête, Rachida, d'origine algérienne. Comme Fatima, elle est arrivée dans la cité il y a 30 ans. Parce que je pense qu'il y a plusieurs endroits où il y aurait des choses à faire, en fait. On veut être dans les rues, pouvoir s'habiller aussi comme on le souhaite, aussi, parce qu'il y a aussi de ça. Hein. Pouvoir aussi pas sortir la tête baissée, aussi. Ça veut dire aussi sortir la tête haute. Aussi se prendre soin de soi, ça aussi c'est important. C'est-à-dire avant, peut-être, je n'aurais pas osé mettre de rouge à lèvres, je n'aurais pas osé... voilà. Et c'est ça qui est important pour nous. On y va. C'est parti. Elles ont ciblé la rue principale du quartier pour interpeller les hommes et leur demander pourquoi ils n'acceptent pas les femmes dans la rue. En groupe, elles vont trouver la force de les affronter. Pour ne pas perturber leur action, nous filmons discrètement avec un appareil photo et une caméra cachée. Alors ça, c'est la rue Henri Dunant. C'est cette fameuse rue commerçante, où voilà, il y a des tas de commerces. Et puis là, on va arriver vers des endroits où il y aura de plus en plus d'hommes, en fait. Alors nous, les femmes, si on passe, mais vraiment à une vitesse pas possible, on fait que ce qu'on a à faire et puis après, on rentre. C'est pas un endroit que je vais prendre ma pause, que je vais prendre l'air, que je vais rester... Non, c'est toujours en vitesse, c'est toujours, il y a une pression. Très rapidement, le groupe attire le regard des hommes. Ah bah oui, ça les intrigue. Bon, on fait rien de mal, hein. Bonjour. Alors là, c'est pareil, un petit salon de thé, c'est que des hommes. On aimerait bien trouver une petite cafétéria ou quelque chose pour discuter, pour opposer, entre les femmes, c'est bien. Voilà, ouais. La présence de ces femmes dérange. Sur les trottoirs, des groupes d'hommes se forment et les suivent. Vaut mieux continuer. Bon, on va continuer. Alors, on est surveillés et archi-épiés. On est suivis. Vous voulez participer? Oui, on est en train d'expliquer un petit peu dans la rue que voilà, qu'il n'y a plus beaucoup de femmes comme avant, on trouve. Vous n'êtes pas d'accord? Ouais, non? Peu de femmes dans les rues et aucune dans les cafés. Un café, c'est pas bah, voilà, encore ça va dans en vacances, je vais en vacances. Moi, je suis déjà parti avec ma mère, on va, on se pose juste au revoir. Je suis déjà ici, c'est pas grave.
Mais ici, sur le quartier. Ici, on est au plateau, ouais, on est en haut de Creil. Ouais. Ici, la communauté, c'est plus une communauté musulmane. Ouais. C'est plus des gens qui croient. C'est pas des gens, ils boivent des bières à volonté sur Paris, des cocktails. Ils préfèrent rester avec leurs enfants dans des parcs. D'accord. Sécurisés, où ils peuvent discuter entre copines, s'amuser, etc. Ils vont dans un café. Nous, dans la religion musulmane, les femmes et les hommes ne peuvent pas se mélanger. J'ai une certaine pudeur qu'ils ne peuvent pas. Ah bon? Ils peuvent pas, c'est comme ça. C'est depuis des millénaires. Un autre homme va plus loin. D'après lui, le problème viendrait des femmes elles-mêmes. C'est interdit nulle part ici pour les femmes. On n'a pas dit que c'était interdit. Donc peut-être c'est eux-mêmes qui s'imposent cette interdiction. Non, c'est eux-mêmes qui s'imposent cette interdiction et c'est eux-mêmes qui construisent ce bouclier. Il est interdit pour quelqu'un qui respecte sa foi de pénétrer dans un endroit comme ça. Alors il n'y a pas de problème de l'homme. Déjà pour commencer. Vous voyez culturel. Exactement, c'est la culture de la femme. C'est la culture. Dites, son mari va accepter qu'il va dans un café. Elle-même va pas l'accepter parce que c'est contradictoire avec sa morale religieuse, vous voyez. Un seul homme prend la défense des femmes. C'est une mauvaise compréhension. Je suis musulman, je suis pratiquant. Je viens de dire que si je vois une femme rentrer dans un café boire un café, il n'y a aucun mal. Donc pourquoi je viens interpréter tout de suite ça comme un mal ou une provocation de la femme parce qu'autour il y a des hommes. Elle peut venir boire son café et partir. On ne doit pas avoir cette mauvaise compréhension, on doit être justement ouvert d'esprit. Et ça, c'est le jeune que vous avez ici, il a dit n'importe quoi. Ici, ce quartier, ça veut dire n'importe quoi. C'est-à-dire quoi, les femmes d'un côté, les hommes d'un côté, non. Et pourtant, dans les faits, il n'y a effectivement pas de femmes dans les cafés du quartier. Bah là aussi, voilà, café d'hommes, là, il n'y a que des mecs. Et ben moi, il y a plusieurs années, je faisais des courses là-bas, à l'épicier, sans problème. Ah ouais. Maintenant, j'y vais plus. Ça fait 10 ans, j'y vais plus. Mais là, vous pourriez y aller. Alors qu'avant, j'y allais. Vous pourriez vous installer là-bas en gros. Ouais, mais on risque d'avoir, je dirais même des ennuis, quoi. Dire qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, ça se fait pas. Des femmes qui viennent, ah oui, ça, surtout là. Ah bah oui. Soudain, un homme s'emporte. D'accord. Mais on fait le tour de la rue. On fait pas des... Non, pas du tout. Pas ça, on suit une association. Mais c'est quoi votre association là? Vous voulez mettre... Ils sont d'ici, ils sont de Creil. Ah mais vous voulez que nos mères boivent des cafés avec des hommes, c'est ça votre association? Je sais pas, il y a des gens qui sont venus nous dire ça. Vous voulez que nos mères maintenant se posent avec les hommes? Mais non, mais c'est ils sont pas soumises nos mères. Elles sont là, ces dames. C'est là vos mères. Arrêtez de ramener votre mentalité de français ici, parce qu'ici tout se passe bien, tout est bien. Nos mères elles vivent bien. Alhamdoulilah, on respecte nos mères, tout le monde respecte. C'est quoi? Vous voulez que nos mères elles se posent avec les darons boire des cafés ou quoi? Nous, comme ça, on n'est pas éduqués comme ça. Ramenez pas votre éducation ici. Ici, tout se passe bien, ça a toujours été comme ça. Voilà, ça donne un aperçu. Dans la vision de certains, bon, c'est pas la majorité, mais c'est de plus en plus comme ça. Comment vous osez nous imposer la vision de l'Europe? La vision des Français, des Hollandais, des Italiens, vous osez nous imposer, alors que nous, on a nos propres cultures. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que tu peux avoir ta culture, mais tu t'adaptes aux règles dans le pays dans lequel tu vis. Et voilà, c'est ça qu'ils n'ont pas compris. La première génération l'a compris, la deuxième l'a compris, la troisième, et voilà, c'est les dégâts d'aujourd'hui, la troisième et la quatrième. Et ça, tu peux difficilement rattraper ça. Difficilement. Ce que les femmes de Creil dénoncent aujourd'hui, d'autres femmes l'ont fait avant elles. Comme à Sevran, en Seine-Saint-Denis, en décembre 2016. Des habitantes montrant en caméra cachée pour le journal de France 2 comment l'accès d'un bar leur est interdit. Dans ce café, il n'y a pas de mixité. Est-ce que c'est normal? À Sevran, on n'est pas à Paris. Même à Sevran, c'est la France. C'est dans le 93. Et alors, le 80? Et alors? À Paris, c'est des mentalités différentes. C'est comme Angleterre. Suite à la diffusion de ce reportage, plusieurs personnalités politiques de gauche minimisent les faits. Benoît Hamon déclare « Historiquement, dans les cafés ouvriers, il n'y avait pas de femmes. » Quant à Clémentine Autain, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, elle va jusqu'à se faire photographier dans le café pour montrer qu'il n'y a pas de problème de mixité. Pourtant, elle est la seule femme dans le bar. La Chapelle. En mai dernier, cette fois, ce sont des habitantes d'un quartier populaire de Paris, la Chapelle-Pajol, qui dénoncent un harcèlement de rue quotidien. Elles lancent une pétition. Les femmes,
une espèce en voie de disparition au cœur de Paris. Elle médiatise l'affaire. Mais une fois encore, le sujet dérange. Comme pour les faire taire, ces riveraines sont accusées d'encourager le racisme. Est-il impossible de dénoncer le harcèlement de rue sans être taxé de racisme ? N'y a-t-il pas dans certains quartiers un facteur culturel ou religieux qui conduit à ce harcèlement ? Je suis allé poser la question à une journaliste et essayiste, Sonia Mabrouk. Elle est l'auteure du livre « Le monde ne tourne pas rond, ma petite fille ». Des entretiens avec sa grand-mère tunisienne sur les grandes questions qui font débat en France, comme le burkini, le port du voile ou le salafisme. Elle-même musulmane, elle dénonce le problème de la forte influence de l'islam radical sur notre société. Dans ce sujet, on voit des femmes qui tentent de se réapproprier la voie publique dans certains quartiers à Creil, dans l'Oise. Comment vous réagissez quand vous voyez ça ? C'est toujours choquant et ça l'est d'autant plus que ça se passe ici, chez nous, en France. Moi, ce qui me frappe le plus dans cette réalité, parce que c'est une réalité, c'est qu'on veut la gommer, c'est qu'on veut anesthésier le débat. Or, c'est une véritable bombe à retardement, c'est-à-dire que si on ne s'en saisit pas maintenant, aujourd'hui, on va payer les pots cassés plus tard, on les paye déjà aujourd'hui. Et ce qui est le plus frappant pour moi, c'est qu'autour de cette réalité que vous avez bien décrite, eh bien, il y a une sorte d'omerta médiatique, d'omerta politique, d'omerta intellectuelle, mais il n'y a pas d'omerta populaire, c'est-à-dire que les citoyens le vivent eux et certaines personnes nous interdisent d'en parler. Lorsque Sonia Mabrouk entend des hommes invoquer l'islam pour exclure des femmes des rues et des cafés, elle s'indigne. Moi, je suis aujourd'hui au XXIe siècle, moi et d'autres, on porte une religion qui aujourd'hui peut totalement s'adapter, aux valeurs de la République et au siècle dans lequel nous sommes. Évidemment qu'il y a des crispations, évidemment que dans votre sujet, on vient de voir un autre aspect, mais c'est une utilisation, c'est un islam qui est dévoyé, contre lequel on se bat. On ne peut pas prendre un texte qui date du 7e siècle, je le rappelle, et le calquer sur une société aujourd'hui. On ne peut pas le faire. Ceux qui veulent le faire veulent nous faire régresser et ils vont nous trouver sur leur chemin, si je puis dire. Mais la doctrine, vous la désignez dans votre livre d'ailleurs, c'est le salafisme. Ah, complètement. C'est le poison qui s'est répandu aujourd'hui dans les veines dans notre pays et ailleurs. Et c'est ce poison-là qu'on a laissé se répandre. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Quelle est la mesure urgente, à votre avis, qu'il faudrait prendre aujourd'hui pour faire en sorte que ce venin, que ce poison, comme vous le dites dans votre livre, ne se répande pas davantage ? Eh bien, la prise de conscience. Je pense que le plus important, c'est la prise de conscience. On en est encore là aujourd'hui. Si vous ne vous rendez pas compte qu'il y a ces problèmes-là, mais quelle solution vous allez imaginer aujourd'hui ? Un intellectuel algérien va encore plus loin. Selon Kamel Daoud, il y a un problème généré par la place de la femme dans l'islam. En janvier 2016, il publie une tribune dans le journal Le Monde, dans laquelle il évoque la misère sexuelle dans le monde arabo-musulman, le rapport malade à la femme, au corps et au désir. Il a pris la parole après un drame qui a eu lieu à Cologne et qui a secoué l'Europe entière. Un harcèlement sexuel de masse. Plus de 600 plaintes pour agression à la suite d'une seule soirée. Comment un tel phénomène a-t-il pu se produire ? Pour le comprendre, j'ai décidé de me rendre en Allemagne. Les faits se sont déroulés sur cette place, devant la gare de Cologne. En ce 31 décembre 2015, une foule venue fêter le Nouvel An s'y rassemble. L'alcool coule à flot, les feux d'artifice jaillissent. Peu après minuit, la fête tourne à l'émeute. Des femmes sont encerclées par des groupes d'hommes, volées et agressées sexuellement. Parmi elles, il y a Kathleen, une étudiante américaine installée à Cologne. Je suis arrivée juste avant minuit, avant que les gens ne deviennent fous. Et quand avez-vous compris que la situation était en train de dégénérer ? Quand je me suis retrouvée séparée de mon petit ami, j'ai pensé, bon, ok, c'est juste parce que les gens sont en vacances, ils se lâchent, mais quelqu'un m'a arraché mon chapeau, m'a attrapé le visage, il commençait à être un peu agressif. Est-ce que quelqu'un a essayé de vous embrasser ? Oui, sur mon cou aussi, et il a attrapé mon visage, ma tête, je l'ai repoussée, j'ai vu un petit passage et je me suis enfuie.
Dans les semaines qui suivent, les militants d'extrême droite pointent du doigt les migrants tout juste arrivés en nombre. En 2015, l'Allemagne en a accueilli 1 million, dont 200 000 uniquement dans la région de Cologne. Mais l'enquête de police va démentir les affirmations de l'extrême droite allemande. Sur les dizaines de suspects identifiés, la plupart sont originaires du Maghreb et pas de Syrie, d'Irak ou d'Afghanistan. Il y avait surtout des Marocains et des Algériens. Nous avons pu identifier des immigrés qui vivaient et travaillaient en Allemagne et qui avaient déjà commis des délits. Dans la société allemande, l'origine maghrébine des agresseurs a suscité le malaise. Faut-il en parler? De peur d'alimenter le racisme, des féministes ont refusé d'aborder ce sujet tabou, à l'exception notable des femmes du journal Emma. Le mouvement féministe en Allemagne est très divisé sur ces questions, et notamment sur l'appréciation de ces événements du 1er de l'an à Cologne. Étonnamment, oui. Il y a un groupe de féministes qui refusent de dire qu'on a un grand problème. À chaque fois qu'on dénonce des faits, elles crient au racisme. On a parlé avec une femme dont toute la famille a été entourée sur la place à la gare. Sa fille a été agressée. Le lendemain, elle a écrit sur Facebook ce qui était arrivé. Elle a tout de suite été traitée de raciste. Voyez un peu le climat. Les féministes du journal Emma ont vu dans ce drame un message adressé aux Allemands. Pour eux, la femme ne doit pas être dans la rue. Si elle se promène seule dans la rue, c'est que c'est une traînée. La rue appartient aux hommes. La femme ne doit pas apparaître dans les lieux publics. C'est exactement ce qui s'est passé sur la place Tahrir en Égypte. Quand des femmes sont sorties pour manifester, elles ont été victimes d'une agression de masse. Ces agressions visent à rappeler les règles. Les femmes, vous devez rester à la maison. L'autre message s'adresse aux hommes. Vous n'avez pas pu protéger vos femmes. Il y avait aussi un message envoyé à l'État. Les policiers n'ont pas su vous protéger non plus. Ça a été un événement avec une très forte symbolique. Ces agressions collectives, comme celle de Cologne ou celles qui sont survenues sur la place Tahrir en Égypte, portent un nom en arabe. Le Taharouch Jamaï. À chaque fois, c'est le même scénario. Un groupe d'hommes s'attaque aux femmes dans une foule, comme si elles étaient des proies. Cela s'est aussi passé au Maroc, à Tanger cet été. Une jeune femme en débardeur se fait poursuivre par des dizaines d'hommes. En réaction à ces agressions sexuelles au Maroc, des femmes ont manifesté au mois d'août. Retour à Cologne. Chantal Louis appelle la société allemande à parler sans tabou des problèmes liés à l'immigration pour éviter de nouveaux incidents dans son pays. Lorsqu'une grande quantité d'hommes arrivent de l'étranger, de pays dans lesquels les femmes sont considérées comme des citoyennes de seconde zone, il faut faire en sorte que quand ils arrivent chez nous, ils ne véhiculent pas cette image de la femme. En France aussi, le drame de Cologne a créé un débat. La plupart des féministes ont préféré se taire par peur de stigmatiser les musulmans. Indignée, Elisabeth Badinter dénonce ces féministes dans le déni. Elles sont dans l'injonction de faire silence, sous peine, disent-elles, d'alimenter le racisme. Le féminisme, depuis une dizaine d'années, a pour objet la lutte contre les violences faites aux femmes. Ce que cette affaire de Cologne a démontré, c'est que quand ce sont des étrangers qui sont en cause, alors les priorités changent. Nous allons retrouver celle qui est en première ligne pour la défense des droits des femmes, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Marlène Schiappa vient d'annoncer la verbalisation du harcèlement de rue. Comment va-t-elle réagir à ce que nous révélons dans ce film? Bah là aussi, voilà, café d'hommes, là, il n'y a que des mecs. Et ben moi, il y a plusieurs années, je faisais des courses là-bas, à l'épicier, sans problème.
Ah ouais. Maintenant, j'y vais plus. Et vous voulez que nos mères boivent des cafés avec des hommes, c'est ça votre association? Je sais pas, il y a des gens qui sont venus nous dire ça. Vous voulez que nos mères maintenant se posent avec les hommes? Mais non, mais et ils sont pas soumises, nos mères. Elles sont là, ces dames. C'est là vos mères. Arrêtez de ramener votre mentalité de Français ici, parce qu'ici tout se passe bien, tout est bien. Voilà. Autant dire que ces femmes qui ont accepté de témoigner, certaines d'ailleurs ont demandé à être finalement masquées parce qu'elles ont subi de fortes pressions, des menaces qui d'ores et déjà les mettent en danger. Et on sera vigilant d'ailleurs dès le lendemain de cette émission à ce qu'elles ne soient pas harcelées davantage qu'elles ne le sont aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation de Creil? Qu'est-ce que ça a pour vous? Comment réagir? Comment faire? Je pense d'abord, bien évidemment, que c'est inadmissible qu'en 2017, dans la République française, des endroits ne peuvent pas être interdits aux femmes. C'est effectivement la menace obscurantiste, je dirais, avec une certaine idéologie qui veut effectivement effacer la femme de l'espace public et la faire disparaître des cafés, la faire disparaître de la rue. C'est un premier pas vers la disparition, tout simplement, de la femme. Vous l'avez dit très bien, c'est du harcèlement sexiste et donc, à l'heure actuelle, ça n'est pas interdit, mais ça doit devenir interdit dans la loi. Vous avez annoncé donc une loi contre le harcèlement de rue qui va donc être contraventionnalisée, je crois. Alors, on est en train de travailler au contour, effectivement. D'accord. Et quand est-ce qu'elle aboutira? Enfin, quand est-ce qu'elle va passer, cette loi, à votre avis? Vous pourrez la présenter au Parlement? Mais j'espère, prochainement, on est en train d'y travailler. Là, ce travail doit être fait sérieusement, en associant toutes les personnes concernées. Donc, il nous prendra quelques mois. Mais j'espère que d'ici quelques mois, nous pourrons effectivement transcrire dans la loi ce phénomène et dire que la République française interdit le harcèlement de rue. Et on pourrait intégrer donc dans ce harcèlement de rue le harcèlement à caractère sexiste qui vise à chasser les femmes de certains quartiers en France. Absolument, c'est l'idée. Parce que c'est un vrai phénomène. C'est un vrai phénomène. Et à l'école, pour le lycée, je vais vous montrer cet extrait qu'on a tourné au lycée de Gien. Qu'est-ce qui va se passer souvent si vous vous mettez en jupe ou en robe? Mademoiselle? Les garçons, ils regardent en dessous. Les garçons regardent en dessous ou quoi d'autre? Ou alors on est des... Ou alors? On est des... On est des... Finissez votre phrase. Non mais non. Si. Qu'est-ce qu'on est quand on met une jupe ou une robe? On est des putes. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah on se plie à la règle. On se plie à la règle, on en met de moins en moins. Voilà, on est dans un lycée à Gien, on a été tourné dans un lycée également à Gare-les-Bains. C'est terrible parce qu'on a vraiment l'impression d'une régression. Et d'ailleurs, on a fait un test, un happening à Lyon avec des femmes qui ont porté différentes tenues plus ou moins sexy. Et les réactions les plus vives et les plus hostiles venaient des plus jeunes. C'était impressionnant. Donc je crois qu'il y a un vrai travail à faire en matière d'éducation. Qu'est-ce que vous comptez faire là-dessus? Oui, absolument. Il y a un véritable travail à mener. Moi, vous savez, avant d'être au gouvernement, je fus une adolescente dans un collège en ZEP et j'ai souvenir que nous ne portions pas de jupe non plus pour les raisons qui viennent d'être très bien décrites par cette jeune fille. Il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas, vous êtes trop aimable, je ne sais pas si c'est véritablement quelque chose d'actuel, s'il y a une régression ou pas. Ça serait intéressant de le mesurer. Ça, c'est la première chose. Je peux vous dire qu'à mon époque, les filles portaient des jupes. Très et bien. même des mini-jupes. En revanche, je suis d'accord avec vous, on a effectivement un levier avec l'éducation. Et c'est pour ça que nous sommes en train de construire, en tout cas dans ma lettre de mission qui m'a été remise par le Premier ministre, il y a la construction d'une journée d'éducation contre les stéréotypes entre filles et garçons. Ensuite, nous sommes en train de construire une campagne à destination des hommes. Parce qu'on s'aperçoit qu'en réalité, les campagnes sur ces sujets s'adressent souvent aux femmes, aux jeunes femmes, en leur disant « ne portez pas de jupe, ne buvez pas d'alcool, ne sortez pas, etc. » partout dans le monde, alors que nous n'avons jamais fait de campagne institutionnelle forte en direction des hommes, en s'adressant aux jeunes hommes et aux moins jeunes au demeurant, en leur disant non, il n'est pas permis de suivre une femme dans la rue, non, il n'est pas permis de toucher une femme sans son consentement, non, il n'est pas permis d'insulter une femme. Et je pense qu'on a là un levier important avec l'engagement des jeunes hommes et des hommes dans la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, il y a un sondage de l'Institut Ipsos pour M6 qui donne un chiffre assez impressionnant. Pour 80% des femmes en France, le harcèlement sexuel est un phénomène répandu. Oui, je ne suis absolument pas étonnée. Ça corrobore toutes les remontées que nous avons. Effectivement, c'est vraiment un réveil de toute la société dont nous avons besoin. Il faut que les témoins des harcèlements, des faits de violence contre les femmes de façon générale, eh bien que les témoins interviennent, que les témoins protestent. Et c'est pour ça que le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé que l'égalité entre les femmes et les hommes serait la grande cause nationale de son quinquennat pour faire en sorte de porter ce message fortement et de dire que toute la société doit s'engager, doit intervenir et ne doit pas laisser faire. Voilà, c'est la fin de ce 3e numéro de Dossier Tabou, en espérant que nous avons contribué à la fois à libérer les paroles, mais aussi les énergies pour lutter contre ce fléau.
En attendant, si vous êtes victime de harcèlement sexuel, vous pouvez contacter le numéro vert de l'assistance publique Hôpitaux de Paris au 0800 00 46 41 ou encore le 39 19, le numéro d'écoute nationale destiné aux femmes victimes de violences.